Bonjour et bienvenue à cette classe de maître. La série Classe de maître est une initiative de la division Travail et organisation du Regroupement québécois de psychologie positive. Cette série vous propose des entretiens avec des personnes chevronnées en psychologie positive appliquées en contexte organisationnel. Ces personnes sont des spécialistes en recherche ou en intervention pratique. Chaque classe de maître s'adresse à un public familier avec le thème choisi et permet d'approfondir ce thème spécifique, de partager et d'échanger sur leurs expériences et cas vécus, de transmettre les apprentissages et leçons apprises à travers leurs expériences et recherches, permet enfin d'explorer les pistes de développement et de recherche. Bon visionnement. Bonjour à tous, bienvenue à la classe de maître du RQPP. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver à nouveau. Donc, on a avec nous aujourd'hui la professeure Iana Bonniwell qui est avec nous. Iana Bonniwell, merci beaucoup d'être avec nous, bienvenue. Je vous présente Iana qui est professeure à l'Université East London, qui a fondé notamment le programme de maîtrise en psychologie positive appliquée qui est également professeur associé au HEC Paris et à l'École centrale de Paris également, où elle a l'occasion d'enseigner le leadership. Auteur également d'une dizaine de livres, multitude de communications scientifiques, multitude aussi d'articles scientifiques en psychologie, membre du conseil d'administration de l'IPPA, donc l'International Positive Psychology Association, et également fondatrice et directrice générale de Positran, bien sûr, qui est une firme de services conseil spécialisée en psychologie positive. J'ai l'impression que je pourrais continuer encore comme ça très longuement. Donc, Yana C'est Bonouel, bon. qui est une figure de proue là, du mouvement de la psychologie positive, particulièrement en Europe, puis qui a étudié entre autres avec Martin Seligman, qui était le fondateur du mouvement lui-même. Donc, c'est vraiment un immense honneur, un immense privilège de t'avoir avec nous. Yana, merci beaucoup et bienvenue à notre classe de maître aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe. C'est un vrai plaisir d'être là et on arrête avec toutes les introductions. Je pense c'est bon. Ça, c'est pas important, je pense. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je pense on fait maintenant et de quoi nous passionner. Je te remercie. Écoute, Yana, je débuterai avec une première question, à savoir tu sais, si tu peux nous parler justement un petit peu plus de toi, de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser en particulier à la psychologie positive à travers les années, puis à adopter une position qui est aussi centrale avec le temps. Ouais. En fait, quelque part, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que, donc, à la base, je suis psychologue, donc psychologue, et j'ai travaillé dans la psychologie depuis le tout début de ma carrière. Et en fait, j'ai rencontré la psychologie positive très tôt, dans l'année 99, donc c'est vraiment très, 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 très tôt. Et en fait, j'ai commencé à spécialiser dans les disciplines presque tout de suite. En fait, c'était une rencontre presque incroyable. J'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Alex Lindley qui est très, très connu dans le monde de psychologie positive pour le développement des Strengths Profile Assessment Tool, donc un instrument Strengths Profile qui mesure jusqu'à 60 forces. Dans ce moment-là, lui n'était pas encore psychologue connu dans psychologie positive, moi non plus. On était tous les deux les étudiants de psychologie en train de compléter notre licence. Et en fait, on s'est retrouvés dans un comité des étudiants de psychologie britannique. Et moi, j'étais responsable pour les organisations de colloques pour les étudiants. Et je posais les questions à ce groupe de jeunes qui ont travaillé ensemble en disant qu'est-ce que vous pensez doit être la thématique de notre colloque. Et Alex Lindy, qui était chef de groupe, il a dit, et pourquoi pas la psychologie positive? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est la psychologie positive? Et lui, il le définit comme donc la science d'épanouissement. Je suis partie creuser un petit peu plus et eu presque vraiment, c'était un moment très très fort. Et je me suis dit, eh ben, en fait, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Ah, wow. C'est ça que j'ai envie de faire parce que c'était absolument passionnant. C'est une science qui s'intéresse à l'épanouissement humain, le bien-être, engagement, bonheur, toutes ces questions. Mais c'est incroyable. Et donc, en fait, je suis devenue psychologue positif, on peut dire, dans ce moment-là, même si je n'étais pas en fait un psychologue dans ce moment-là. J'étais juste un étudiant. Et donc, j'ai organisé cette colloque. C'était en 2000. Et après, en 2001, j'ai organisé un autre colloque après encore avec les thématiques de psychologie positive. Et les deux colloques sont organisés en conjonction avec
avec le grand colloque de psychologues britanniques. Et en 2001, donc pendant mon deuxième colloque de psychopositif pour les étudiants, j'ai eu une journée complète avec plein de personnes qui ont parlé de quelques sujets d'intérêt autour de psychopositif. En fait, j'ai un homme qui a assisté pendant tous les colloques, mais quelqu'un qui vraiment rentrait pas dans les cases étudiants. Il était un peu plus âgé. J'étais très jeune. Dans ce moment-là, il était vraiment très âgé même. Donc, il est un homme qui est là, toutes les colloques, pendant toutes les colloques, il est là, très bien. Et je voulais lui poser la question, est-ce qu'il est en train de reconvertir, de se reconvertir ou quelque chose comme ça? Heureusement, je n'ai pas fait parce que à la fin du colloque, elle vient de me dire, bonjour, je m'appelle Martin Seligman, est-ce que vous voulez bien un bon café? Wow. Donc, donc, et pourquoi Martin Seligman? Parce que Martin Seligman, c'était le speaker des colloques global des psychologues pour cette année. Et en fait, comme on a posé les questions, mais qu'est-ce qui se passe autour de la psychologie positive, quelqu'un l'a envoyé vers moi, parce que c'était les seules choses qui s'est passées autour de la psychologie positive. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Martin Seligman. C'est comme ça aussi, il est devenu mon mentor aussi. C'est comme ça aussi, on était assis en train de prendre un café. Et il me pose une question qui a vraiment changé ma vie. Il m'a dit, I'll say it in English. Et après, je vais traduire. Oui. What can I, how can I help you to bring positive psychology into Europe? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à amener la psychologie positive ou à introduire la psychologie positive en Europe? Ben, j'ai adoré cette question. Mhm. Une Je le question. dis. Donc, hmm, on peut peut-être démarrer une association de psychologie positive européenne. Donc, c'est comme ça, en fait, le European Network of Positive Psychology, Association européenne de psychologie positive est née. On peut peut-être organiser un congrès, un colloque, pas au niveau d'étudiants, mais plutôt au niveau de professionnels, autour de psychologie positive. Et en fait, c'est comme ça, dans l'année 2002, le premier conférence, congrès de psychologie positive européenne est né. Donc, cette année-là, je vais partir en Autriche pour le prochain colloque de même type. En fait, ils sont toujours très vivants. C'est conférences européenne de psychologie positive, il se passe chaque 2 ans. Donc, c'est comme ça cette année. Et en fait, c'est comme ça aussi, j'ai compris que finalement, je ne veux plus faire de psychologie clinique parce que c'est ça que je voulais faire jusqu'à là. Je pensais étudier en psychologie clinique. Et en fait, j'ai envie de devenir vraiment spécialisée en psychologie positive. Et la seule façon de faire ça dans ce moment-là, on parle 2001, la seule façon, c'était vraiment de faire un doctorat en psychologie positive. C'est exactement ce que je fais. Donc, c'est ça, le début de mon histoire. Et après, ça continue. Parce que comme j'étais en train de finir mon doctorat, je voulais absolument démarrer un master de psychologie positive. Et donc, j'ai écrit à peu près à 5 universités différentes en disant, dites-moi, qui veut bien démarrer un master de psychologie positive? Dans des 5 lettres que j'ai écrites, j'ai reçu 2 réponses. Et donc, c'est l'Université d'East London qui ont répondu en disant ça nous intéresse beaucoup. Et donc, c'est comme ça, j'ai eu mon premier poste en fait en psychologie positive. Et c'est comme ça, j'ai démarré les masters en psychologie positive en 2006. Ah, c'est vraiment Et c'était, impressionnant. Donc, et c'était le premier master de psychopositif en Europe dans ce moment-là. c'est ça. Donc, vous avez obtenu le poste à travers le fait de proposer un John Mayer. programme, littéralement. Donc, ouais, Ouais, c'est ouais, vraiment tout un accomplissement. ouais. Oui, c'est comme ça. En fait, j'ai obtenu 2 postes. Deux universités qui ont répondu. Le premier, elles m'ont dit, venez chez nous, mais en fait, enseigner sur le programme de coaching. Donc, c'était mon premier poste, en fait. Et deuxième poste, c'était l'Université d'Islande en me disant, venez chez nous et démarrer le programme. Donc, donc, ça suffit qu'écrire un mail, tu vois. Oui, mais tout Ça est en marche. fait. Puis, Ça marche. oui, puis ça me fait penser aussi, ce que tu mentionnais, je ne savais pas, donc tu as eu l'occasion d'étudier avec Alex Linley, alors que vous étiez les deux étudiants à ce moment-là aussi, On là. était Donc, tous les deux les étudiants à ce moment-là et c'était
vraiment quelqu'un, la première collaboration de mon parcours professionnel, c'était Alex Linley. Et on a bien travaillé ensemble pour, je pense, démarrer la psychologie positive en Angleterre dans ce moment-là. Oui. Oui, Et oui, j'ai mais c'est toujours ça. beaucoup de respect pour lui. On est toujours parfois en contact. Mais j'imagine, puis moi j'ai eu l'occasion justement de lire beaucoup sur ce qu'il avait écrit par rapport à la psychologie positive, par rapport à tout le mouvement des forces, Oui, là, particulièrement entre les années 2000-2010. C'était oui, extrêmement prolifique là, oui, à l'université de oui. Coventry notamment. Là. Absolument, absolument. Mais Mhm. lui, c'est un grand praticien maintenant de psychologie positive. Mhm. En fait, il dirige un centre qui s'appelle Capfinity. C'est une grande entreprise spécialisée vraiment dans la psychologie positive organisationnelle à travers des assessments et assessments très innovants. Donc, pas que les forces, mais plein d'autres, en fait, l'approche au assessment. Et en fait, entreprise de consulting aussi. Et ils ont, je pense que plusieurs centaines de personnes maintenant. Donc, c'est Ah, une wow. grande entreprise très réussie. Oui, Oui, c'est ça, parce que j'avais vu justement toute cette évolution-là. J'en ai été témoin un petit peu à distance, là, oui, à travers justement les écrits qu'il avait effectués entre 2000 et 2010, la fondation de APP. Puis ensuite, ça a migré de plus en plus là, vers cette entreprise-là qui est rendue très prolifique actuellement. Là. oui, tout à fait, tout à fait. Ah, Oui, c'est super. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces branches communes-là, si on veut, qui ont démarré au début des années 2000. Donc, c'était quand même vraiment dans les débuts de la psychologie positive aussi. Donc, même tu avais oui, évoqué là, 1999, on tout sait à que fait. toute l'inauguration de la psychologie positive a eu lieu justement C'est ça. 98, 99, Oui, 2000. Donc, c'est vraiment oui, tous ces, tout ces à premiers fait. balbutiements. Là. Oui. Ouais, ouais. Et j'ai eu la chance, en fait, parce qu'en fait, quand Martin Seligman aussi, il a pris vraiment ce rôle de mentor, il m'a aussi invité à participer dans beaucoup de programmes sur la psychologie positive, parce que c'était avant tous les programmes de master. Donc, j'ai participé dans les programmes de Californie, pour les jeunes doctorats, en fait, pour toutes les personnes, en fait, tous les programmes qui ont été mis en place pour réunir la communauté de psychologie positive. J'ai participé dans tous les colloques de Gallup, par exemple, à Washington. C'était plusieurs colloques chaque année avant l'introduction de IPAR. Et en fait, IPA aussi, International Positive Psychology Association, j'ai eu la chance aussi d'être invité, comme on a démarré l'IPA, d'être vice-président, premier vice-président de IPA, à côté de Ed Zina, qui était président. Donc, donc, oui, j'ai un petit peu d'historique. Oui, oui, je comprends. Mais ça Dans devait le- être tellement stimulant de travailler Ouais, avec toutes ces personnes-là. ouais, c'est fascinant, ouais, fascinant et stimulant, absolument. Donc, oui. Puis à ce moment-là, justement, on t'en a parlé un petit peu, mais quelle est cette racine commune-là à travers tous ces développements-là, si on veut, qui vient chercher cette motivation-là pour toi, pour t'investir en psychologie positive? Est-ce que c'est des valeurs profondes? Est-ce que c'est un intérêt particulier? Est-ce que c'est qu'est-ce qui t'allume puis qui nourrit cette flamme-là en continu, si on veut, dans tout Qu'est-ce ce qui, parcours? qu'est-ce qui m'anime, en fait, dans la psychologie positive? Déjà, c'est très important, en fait. Ça fait donc 25 ans. Oh, je sais bien maintenant que je travaille sur la psychologie positive. Et je suis toujours automotivée. Donc, Mhm. la passion, elle est toujours là, c'est sûr. Mais je pense que ce qui m'anime le plus à travers tous les projets différents, parce que je ne travaille pas que dans un champ spécifique de psychologie positive, mais aussi sur la psychologie d'enfance, sur le coaching, sur la psychologie positive organisationnelle, sur vraiment psychologie positive dans l'éducation supérieure, psychologie positive vraiment dans les consultancy et tout ça. En fait, ce qui m'anime le plus, c'est voir quelque chose qui change. En fait, voir que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on étudie, peut avoir un impact, un vrai impact dans la vie réelle. Et qu'est-ce qui est aussi, parfois, tu sais, comme quelque part, on parle toujours du sens et aussi quelque part trouver ou articuler notre propre mission. Ma propre mission, encore si je dis en anglais, après je vais traduire, c'est giving psychology back to people. C'est en fait redonner la psychologie, rendre la psychologie aux gens. Ça veut Mhm. dire quoi? Ça veut dire comme les chercheurs, en fait, on passe beaucoup de temps à étudier les autres. On étudie les gens, on étudie comment ils fonctionnent, euh, qu'est-ce qui leur donne la motivation. Donc, toutes ces questions-là. Donc, on a beaucoup d'études, beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension. Mais en fait, les gens en eux-mêmes, tous ces sujets, toutes ces personnes qu'on étudie,
Et quelque part, c'est les psychologues on peut trouver plein de données et trouver plein de questions, plein de réponses à plein de questions. Mais en fait, les questions, c'est comment redonner toutes ces réponses aux gens eux-mêmes qui nous avons aidés à trouver les réponses. Mais dans une façon que, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens eux-mêmes, acceptable, et quelque chose qui, là, en fait, fait changer. C'est pas dans les façons scientifiques, quelque part, parce qu'en fait, on peut avoir toutes ces données dans une façon scientifique, c'est clair, mais si on ne le traduit pas après dans une façon qui est intéressante, ludique, et quelque chose qui est clair, on va pas, en fait, quelque part affecter les changements. Donc, en fait, ma propre mission, c'est euh, collecter toutes ces données scientifiques et le traduire. Mais le traduire, pas juste dans les vulgarisations, mais en trouvant les méthodologies, les processus, quelque chose qui vraiment rendre cette connaissance utile. Donc, est-ce que Ah, c'est j'espère que j'ai super. expliqué? Ouais, Oui, ben, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, oui, cette question de justement susciter le changement, susciter ce changement-là aussi, cette découverte-là, pratiquement aussi chez les personnes, ouais, puis remplir notre mission de chercheur à la fois en collectant l'information, mais aussi en la redonnant. Puis je trouve ça ouais, particulièrement intéressant ce que tu mentionnes, non seulement en termes de vulgarisation, présentation, etc., grand public, mais aussi en termes de méthodes, d'outils qui c'est ça, viennent faciliter l'appropriation de ces éléments-là. Ça, je pense que c'est un défi supplémentaire que peut-être peu de chercheurs ont l'occasion de, de- ouais, de relever, j'allais dire, hein, parce qu'on est beaucoup c'est dans la transmission des connaissances, c'est effectivement, on va ça, aller dans la vulgarisation, la simplification, présentation des éléments, mais c'est ça, le traduire en outil par après, ça, c'est ouais, un autre défi vraiment, là. C'est super ouais, intéressant. Puis j'imagine que ça doit être extrêmement enrichissant, justement, de travailler sur tous ces plans-là à la fois, hein, justement. c'est ça, c'est ça. Et en fait, je trouve que si on traduit à travers des outils, là, les gens peuvent approprier ce type d'information parce qu'ils peuvent jouer avec, ils peuvent avoir les découvertes pour eux-mêmes. Parce que globalement, oui, ils n'ont pas trop envie d'écouter ou même malheureusement de lire les livres. Pas autant maintenant. Mais par contre, si on peut introduire pour qu'ils puissent jouer ou avoir les outils très, très concrets pour résoudre les problématiques, par exemple, organisationnelles, les problématiques de changement, les problématiques de fonctionnement d'équipe, mais dans une façon qui est efficace, finalement, Mhm. là, ils s'intéressent. Tout à fait. Je comprends. Être capable de manipuler cette information-là, puis être capable de se Exactement. l'approprier, intervertir, etc. Exactement. Oui, oui. Non, Exactement. Tout à fait. Oui. puis, ben, moi, ça m'amène à te demander, est-ce que justement, il y a des projets que tu développes actuellement en ce sens-là? Est-ce qu'il y a des développements en particulier dans lesquels tu crées des choses en particulier qui sont particulièrement peut-être stimulantes ou intéressantes actuellement en ce sens-là? Absolument. Une des missions de Positron, vraiment, c'est le travail sur les outils. Et donc, on développe beaucoup d'outils, par exemple, comme les cartes de motivation, les cartes de force, les cartes plus complexes, par exemple, qui on s'appelle WOOP. Ça, c'est en fait les cartes de toutes les solutions organisationnelles positives, par exemple, qui permet les gens de trouver toutes les méthodologies, toutes les pratiques, par exemple, pour les managers à utiliser dans les organisations. Donc, en fait, j'ai développé plein d'outils comme ça, mais aussi les applications, les apps, donc aussi, par exemple, les apps qui nous permettent de mesurer les forces dans une façon plus coaching et pas dans une façon plus comme l'outil de auto-évolution. Donc, en fait, c'est plein de jeux comme ça que j'ai créé, en fait, pratique, expérimente et utilise, en fait, à travers toutes mes activités organisationnelles. Donc, ça, c'est quelque chose. Après, je peux aussi partager les liens pour découvrir un peu plus, parce que oui, je trouve que ce type d'approches sont très efficaces finalement, et on arrive à plus d'efficacité par ce type de méthodologie que si on juste communique sur les résultats de nos études. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ça, par exemple, en particulier? Absolument. Absolument. Donc là, par exemple, je regarde autour de moi et j'ai rien autour de moi. C'est Non, dommage. ben, c'est pas grave, juste Mais peut-être un exemple mais par organisationnel exemple, d'utilisation. là, par exemple, exemple de carte de force. Ça existe en Mhm. anglais ou en français, par exemple. Et c'est les cartes. En fait, c'est les cartes. On va trouver, donc on a trouvé plein d'explications, donc différentes des cartes. Et donc, par exemple, quand on parle de comment identifier ces forces, par exemple,
par exemple, de façon très, très concrète. Donc, je prends une équipe, d'accord? Je demande à cette équipe, en fait, à sortir toutes les cartes des boîtes. Et donc, à la place de le demander, compléter un test, essayer de comprendre ça veut dire quoi, donc, je sors des cartes de boîte et le mets sur une table. Et donc, chaque personne, par exemple ici, elle regarde à tour un petit peu, il prend deux, trois cartes qu'ils ont vraiment, ils sont sûrs que ça, c'est le force. Il s'introduit à travers de ses forces. Par exemple, en disant, je pense que j'ai une force d'appréciation de la beauté, parce qu'en fait, j'adore tout ce qui est beau. J'ai une autre force, par exemple, des détails, parce que je vais toujours dans les petits détails, je vais explorer les choses. Donc, il s'introduit avec des exemples très concrets. Mais ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va plus loin. On va commencer à travailler sur le 360 positif, on peut dire comme ça. Parce qu'en fait, dans cette étape-là, si les gens se connaissent bien, je vais demander les gens à aussi donner les forces à chaque autre, mais pas en principe, mais avec un exemple très concret. Pourquoi je te donne cette force-là? Pourquoi je te donne les forces de la créativité, par exemple? Ou pourquoi je te donne les forces de solution, par exemple? Donc, je te donne une force de solution parce que, en fait, là, ça fait 2 semaines, tu m'as trouvé une solution sur le problématique, j'ai galéré pendant 2 semaines et je ne trouvais pas la solution de moi-même, mais tu m'as proposé deux solutions et en fait, une des deux solutions est parfaite. Donc, je te donne en fait cette force, mais avec un exemple. Donc, c'est comment être comme un Mhm. exercice de 360, sauf que c'est 360 complètement positif. D'accord? Après, on va plus loin. D'accord? Par exemple, on veut établir les forces de notre équipe. D'accord? On peut travailler ensemble, par exemple, pour choisir vraiment quelles sont les forces qui nous définissent ensemble. On peut aller plus loin aussi. On peut commencer à réfléchir sur les complémentarités des forces. Donc, par exemple, on peut commencer à faire quelque chose que ça s'appelle collective job crafting collectif. D'accord? Donc, ça veut dire, par exemple, on commence à réfléchir. Donc, par exemple, dans ma fonction, moi, c'est, par exemple, responsibility. Ça, c'est mes tâches, ça, c'est ma responsabilité. Est-ce que tous mes forces correspondent à ma responsabilité? Ou est-ce que peut-être il y a quelques responsabilités pour moi où je n'ai pas vraiment les forces pour répondre à ces responsabilités? Et ça, c'est quelque chose, peut-être quelqu'un d'autre, il est en force. Donc, on peut commencer à réfléchir ensemble pour aller plus loin, comment on peut un petit peu ajuster aussi notre fiche de poste et peut-être échanger quelques responsabilités pour assurer qu'on a les meilleures personnes dans notre équipe qui répondent à cette demande particulière. Ou si on a un projet qui rentre, en fait, on commence à approprier ce langage de force. On peut le afficher, par exemple, sur le tableau blanc, par exemple, qui a quelle force. Et on a un projet qui rentre, on peut regarder les projets en disant qui a les forces qui correspondent le mieux à ce projet. Ok. Et donc, on peut choisir la constitution d'équipe pour les projets en fonction des forces. Et donc, ça, c'est quelque chose qui commence à être approprié. Approprié. Donc, c'est pas juste, en fait, l'information qu'on donne, mais c'est l'information qui commence à être vivante. Par exemple, dans notre propre équipe, un exemple très, très bête, c'est chaque fois que j'ai une nouvelle personne qui arrive, chaque fois, je vais faire cette introduction par les forces. Chaque fois. À chaque fois, en fait, on se met à jour et à chaque fois, en fait, mon équipe, mon propre équipe, elle a fait cet exercice peut-être 10 fois, mais elle adore toujours parce que chaque fois, tu t'introduis à travers de tes forces. En fait, ça te donne aussi c'est un vrai boost au niveau d'énergie, de positivité, d'appréciation et on se connaît autrement. Et donc, on inclut une nouvelle personne dans cette vocabulaire, on peut dire, de force, et le fait qu'on apprécie les meilleures parties de chaque personne et les meilleures capacités. Et donc, on est en permanence aussi dans cette, quelque part, reconstruction des fiches de poste. Donc, à chaque fois on a une nouvelle personne qui arrive, on a les fiches de poste qui peuvent être réajustées et les tâches qui peuvent être redistribuées aussi. Est-ce que ça donne un petit peu de sens? Donc, ça, Ben c'est oui, quelque chose qui absolument. devient vivant. C'est quelque chose qui devient approprié par les équipes. Puis moi, ça me permet de rebondir sur l'aspect des cartes en tant que telles, parce que j'ai l'occasion, personnellement, justement, ça fait plusieurs années là, que je m'intéresse aux forces au niveau de la recherche, dans les interventions aussi, évidemment. Puis j'ai l'occasion d'intervenir avec les forces. Mais ce que tu mentionnes, la particularité avec les cartes en tant que telles, je trouve qu'il y a une distinction qui est importante. On parlait tout à l'heure de cette manipulation d'informations, vraiment sur le plan physique. Yeah. C'est tellement différent de recevoir un feedback, par exemple écrit sur nos forces suite à un instrument psychométrique. Puis là, on essaie de s'approprier ça, tout ça, versus euh, Ouais. aller piger, si on veut, sur la table avec les cartes, puis là, s'approprier un Ouais. petit peu plus ces choses-là, manipuler l'information, tu sais, mettre des cartes de côté, en prendre d'autres, puis aussi recevoir le feedback des personnes
en live comme ça qui viennent nous porter justement une carte en particulier avec Mm. l'information. Puis toute cette question-là de manipulation en termes de il y a vraiment quelque chose de physique, là, si on veut, on peut dire, OK, ça, peut-être je le mettrai en premier, en deuxième. On peut Mhm. vraiment manipuler l'information. Puis ça, c'est un Tout à fait. niveau d'appropriation qui est différent, qui permet une synthèse différente, puis qui est Ouais. pratiquement uniquement réalisable avec justement des cartes. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment pas à négliger, qui est extrêmement Ouais. important, c'est cet aspect-là de manipulation d'informations qui Ouais. facilite l'intégration. Absolument. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, en fait, on peut compléter les deux. Parce qu'en fait, par exemple, si on fait vraiment le Mhm. coaching de quelqu'un à travers des forces, je ne vais pas juste arrêter sur les cartes. Donc, dans notre protocole de coaching sur les forces, ça va être beaucoup de questionnements, par exemple, en fait, pour comprendre quelles sont les forces sans nécessairement donner les normes. Par exemple, ça peut être beaucoup d'observations ou auto-observation, description des situations, après identification des forces à travers des situations différentes. Ça peut aussi inclure donc les assessments et peut-être plusieurs assessments parce que plusieurs assessments vont utiliser le nombre de forces différentes et les Mhm. descripteurs de forces différentes aussi. Donc, dans Gallup, on a 34. Dans les Strength Profile, on a 60 forces. On est toujours sur les 24 forces dans les VIA, par exemple. Donc, parfois, je vais même demander de faire plusieurs assessments pour comparer les résultats et essayer de réfléchir. Et après, on peut aller plus loin, complémenter ça, par exemple, avec les cartes. Donc, par exemple, un exercice dans les coaching individuels, par exemple, si on est en présentiel physique, un exercice que je vais faire avec les cartes de force, je vais demander à quelqu'un, à mettre les forces dans trois ou quatre catégories. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui est, par exemple, ma force, c'est quelque chose que vraiment je sais faire, je suis bon à, mais aussi je trouve l'énergie chaque fois que j'utilise. D'accord? Après, une autre catégorie, ça peut être mes compétences ou learned behaviors, par exemple, Mhm. des perspectives d'Alex Linley. Mes compétences, ça, c'est quelque chose que je sais faire, je suis bon en, mais finalement, ça ne me donne pas l'énergie. Je ne trouve pas l'énergie comme je fais. Et ça peut être aussi quelque chose comme un potentiel, par exemple. C'est quelque chose que j'ai envie de développer en plus. Je pense que je sais faire, j'adore, mais peut-être que je ne suis pas encore autant bon dans ça. Donc, ça, c'est un potentiel. Et ça peut être même quatrième catégorie, quelque chose qui est mes faiblesses. Par exemple, une faiblesse. Et ça, c'est quelque chose, on a presque toutes les classifications de force, on ne parle pas de ça. Mais dans la classification d'Alex Linley, donc Strength Profile, ça, c'est les seules classifications qui parlent de faiblesse. Et honnêtement, je trouve que c'est super libérant de parler de ses faiblesses, de dire que ça, c'est par exemple, ça, c'est ma faiblesse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je ne suis pas obligée de devenir bon dans tout. Je peux aussi accepter que je ne suis pas bon dans quelque chose, ça ne m'intéresse pas trop, et c'est pas grave. Et je peux trouver une solution en utilisant mes forces ou les forces des autres pour en fait compléter ma faiblesse, à la place de essayer de le développer. Donc en fait, quelque part, on trouve beaucoup de la libération. Donc, et ça, c'est une autre donc, partie des protocoles, par exemple, de coaching. Après, on peut aller plus loin, comment utiliser évidemment les forces dans l'accomplissement des objectifs, comment on peut utiliser les forces dans les job crafting individuels, et en fait, liste aussi de parties presque infinies, mais ça fait une partie, on peut dire, d'assessment beaucoup plus holistique, complète. Oui, puis je me rappelle qu'on avait eu l'occasion d'en parler un petit peu ensemble. L'importance, quand même, à travers ça, de mettre un certain accent sur les faiblesses pour faciliter ensuite la discussion sur les forces. C'est Oui, quelque chose qu'on n'évoque pas nécessairement beaucoup, mais ce que tu mentionnais, c'est que c'est une partie vraiment importante parce qu'il faut reconnaître ces éléments-là aussi, puis il faut les mettre sur la table pour ensuite être capable d'aller vers les forces par après. Puis ça semble être ouais. une pratique, une approche qui est vraiment, quand j'allais dire, fondamentale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une étape importante là, dans ce processus-là. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense qu'à accepter aussi, admettre quelque part les faiblesses au niveau de travail d'équipe, je n'ai pas malheureusement ici des études très claires sur ça, mais c'est plus une observation de praticiens. Mais je trouve que le fait d'accepter les faiblesses, ça aussi, ça aide à développer la sécurité psychologique, en fait, Hmm, je comprends. globalement.
Est-ce que ça Parce que permet là, justement de rendre cette information-là disponible, d'ouvrir là-dessus? Il y a une forme de vulnérabilité aussi qu'on expose, exactement, puis ça permet de traiter cet aspect-là dans une perspective plus, quand je pourrais dire, intégrée. C'est comme si on n'essaie pas de exactement, balayer les choses en dessous du tapis, puis pour tout à juste fait. s'intéresser aux aspects positifs. Tout à fait, tout à fait. Et le fait aussi de responsabiliser après l'équipe, de quelque Mhm. part de compléter en fait le parti où quelqu'un a de faiblesse, à la place de se mettre dans une situation, OK, je suis pas bon dans ça, il faut que je le développe. Non, là, ça devient aussi la responsabilité partagée. Et si quelqu'un est en faiblesse dans cette zone-là, peut-être il y a quelqu'un qui est en force dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends. Alors que si on ne met pas cette information-là disponible, on ne peut pas se donner cette opportunité-là non plus. Donc, Exactement, hmm, exactement. c'est Tout à intéressant. fait. Puis si je nous amène un petit peu sur un autre terrain complètement, à savoir en termes de développement en psychologie positive organisationnelle, que ce soit au plan de la recherche, de l'enseignement ou peut-être même de la consultation, qu'est-ce qui actuellement te stimule le plus, c'est-à-dire qui t'intéresse le plus? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu dis, ah, ça c'est vraiment un développement hyper intéressant en recherche qui soit en cours ou qui vient de se développer ou en tout cas récemment, puis que tu trouves qui est particulièrement porteur? Ouais, je pense qu'elle a plusieurs. Elle a plusieurs, mais je pense que oui, globalement, pour la psychologie positive, organisationnelle, la sécurité psychologique, ça c'est sûr que c'est quelque chose, je pense, qui est devenu super important, super intéressant parce qu'il y a tellement de processus que on ne peut pas mettre en place si la sécurité psychologique dans l'équipe elle n'est pas présente, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose absolument indispensable. Et depuis à peu près de 3 ans, ma propre pratique était transformée. Qu'est-ce qui m'intéresse énormément, c'est vraiment conduite des changements, mais conduite des changements avec les lens de la psychologie positive, parce que la conduite de changement, c'est quelque chose qui manque toujours cet élément de psychologique déjà. Donc Mhm. presque tous les exemples de conduite de changement qui n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi parce on n'a pas pris en compte la psychologie dans une façon suffisante. Et même si on le prend en compte, je pense qu'on n'utilise pas suffisamment les perspectives de la psychologie positive pour en fait embarquer les gens vers le changement, pas juste au travers de juste compréhension, par exemple, de l'état psychologique, mais aussi à travers de leur projection positive dans ce changement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi actuellement, c'est on a énormément d'assessments qui existent dans les champs de psychologie, mais qu'est-ce qu'on va trouver? C'est cette déconnexion entre l'assessment, tous les baromètres commerciaux et tous les baromètres et assessments développés par les psychologues. Et les deux mondes euh, ça paraît qu'elle ne communique pas trop. Donc, parce que comme on travaille, par exemple, avec les DRH, avec les gens qui mettent les baromètres en place, globalement, spécialement en France, je ne sais pas en Canada, mais en France, c'est sûr, il y a très peu de compréhension comment on peut évaluer les qualités d'instruments psychométriques d'assessment. Il y a très, très peu de compréhension. Et à quoi, par exemple, les DRH sont les plus attirés, c'est à quel point c'est beau. Oui, Donc, tout à à quel fait. point c'est beau, à quel point c'est court, Mhm. ok, et à quel point ils sont capables d'obtenir un dashboard visuel efficace. Mais ils ne se posent même pas les questions à quel point c'est fiable, par exemple. Donc, à quel point vraiment ça mesure quelque chose qui est censé mesurer et à quel point ça se mesure quelque chose qui est censé mesurer dans une façon qui est efficace. Donc, toutes ces questions de fiabilité, validité, ils ne se posent même pas ce type de questions. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, je suis absolument passionné par comment les deux mondes peuvent interagir et comment on peut assurer que toutes nos connaissances existantes, finalement, affectent. Oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment une disparité, si on veut, entre le- le- les instruments qui sont utilisés en gestion de ressources humaines et les instruments qui sont proposés au niveau scientifique. Au Canada, ce que je peux mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là
De plus en plus, justement, il y a une rigueur qui est mise en place, mais c'est certain que c'est jamais parfait là, non Ouais. plus. Donc, on est en continu en essayant d'élaborer tout ça. Je trouve ça particulièrement intéressant au niveau de la gestion du changement, effectivement. Le facteur humain, je pense que c'est pas nécessaire de renommer à quel point c'est important. Tout l'aspect de psychologie positive, à quel point justement on peut contribuer à ce niveau-là. Je pense à l'approche appréciative, entre autres, qui est un vecteur de changement extrêmement intéressant, très, très puissant. L'approche sur les forces, on en a parlé un petit peu aussi, mais qui peut être utilisée en ce sens-là. Euh, de ton côté, est-ce que tu vois des approches en particulier qui peuvent être intéressantes en ce Oui, tout sens-là à aussi? fait. Tout à fait. Je aussi, par exemple, dans les gestions des changements, je vais utiliser beaucoup de concepts de théorie de autodétermination, par exemple, Hmm. et les besoins fondamentaux, parce que aussi, c'est quelque chose qui est très nouveau comme information. Pas du tout pour nous, pas du tout pour nous, mais pour le monde réel, toujours oui. Et en Oui. fait, et à quel point, si on a envie d'avoir un changement qui est finalement satisfaisant pour l'utilisateur, que finalement, on est obligé de prendre en compte les besoins. Et on est obligé de travailler sur comment on peut satisfaire ces besoins très basiques d'autonomie, par exemple, dans l'implication dans tous les processus de changement, le besoin des compétences et aussi confiance à tour de compétences, finalement, que je peux faire mon travail, je peux réussir, je peux accomplir qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir, par exemple, tous les besoins relationnels. Donc, en fait, simplement, si on commence à prendre cette perspective et le mettre dans les processus de conduite de changement, on change beaucoup de choses, par exemple ici. Et une autre partie théorique que j'utilise beaucoup dans les conduites de changement, c'est une partie des nudge et tout ce que, en fait, tout cette compréhension des économiques des comportements aussi, parce que parfois, comme des campagnes de changement, aussi, c'est en travaillant sur les infrastructures, sur les processus eux-mêmes, sur les environnements, en fait, on peut aussi embarquer les gens dans les changements. Mais ça, c'est quelque chose qu'on comprend beaucoup mieux à travers le concept de nudge, par exemple. Ouais. Ah, mais oui, effectivement, je pense entre autres à la théorie de l'autodétermination. Ici, ben, évidemment, il y a Jacques Forêt qui pousse très, très fort à ce niveau-là, qui la diffuse beaucoup au niveau du Québec, au niveau du Canada. Et puis, je trouve que ce cadre-là est effectivement extrêmement utile pour les entreprises en termes de gestion de changement, pour le- s'approprier, comprendre davantage comment on peut. En fait, c'est comme une lentille, si on veut, sur laquelle on peut apposer notre gestion de changement et s'assurer que ces différents besoins-là sont satisfaits pour ensuite amener une plus grande motivation, une meilleure qualité de motivation à travers le changement, prévenir aussi toutes sortes de problématiques, là. Donc, oui, effectivement, je peux juste commencer à imaginer à quel point ça peut être utile là, en gestion de changement, qu'on amène cette perspective-là. Absolument. Ouais. Donc on peut dire, mes sujets actuellement qui me préoccupent beaucoup et quelque chose qui, je trouve, super intéressant, bien Oui. sûr. Ouais. Et toi? J'ai presque envie de te poser les questions de toi. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus Ben, moi, ou le plus intéressant? honnêtement, je reviens à l'approche appréciative. Je trouve que c'est une approche qui est pas suffisamment connue, moi, quand je l'enseigne, les gestionnaires, wow, c'est vraiment une découverte, là, puis pourtant, c'est Oui, quelque chose qui existe depuis les années 80, mais on a l'impression que c'est toujours quelque chose de nouveau qu'on apporte. Et d'amener ce changement de paradigme d'une perspective axée sur l'analyse de problématiques, puis le diagnostic, puis ensuite solution, qui est un petit peu intuitive, si on veut, pour absolument. prendre vraiment une perspective plus justement appréciative où on essaie de voir qu'est-ce qui a fonctionné, c'est quoi les moteurs finalement de notre équipe, de notre entreprise, puis comment on peut tabler sur ces éléments-là pour entraîner un nouveau type de changement. C'est comme s'il y a un changement vraiment de paradigme au niveau de comment on réfléchit la chose et qui est beaucoup plus stimulante, beaucoup plus motivante, puis qui, encore une fois, ne met pas nécessairement les choses en dessous du tapis. On peut vraiment s'attaquer à un problème Oui, important, mais de dire comment on peut mobiliser justement nos forces qui sont présentes, oui, encore une fois, sur la base justement d'expériences, sur la base d'éléments vécus qu'on fait ressortir par des entrevues en binôme oui, pour dire, voici, là, ça, c'est vraiment nos forces vitales, notre distinction dans l'entreprise, puis comment on peut s'attaquer finalement à
Effectivement, c'est une problématique qui nous gruge, mais à partir justement de ce qui nous distingue comme entreprise, Ouais. et puis là, ben, ça met les gens en marche. C'est extrêmement puissant, cette Et je approche-là. suis complètement d'accord. Je sors d'une réunion juste avant cette conversation, précisément sur l'utilisation d'approches appréciatives dans les grands processus de changement aussi dans l'entreprise pharmaceutique. Précisément, c'est toujours très en avant et c'est très, très efficace. Et après, c'est aussi les questions comment on peut complémenter l'approche appréciative. Par exemple, c'est une approche qui est aussi quelque part, qui donne beaucoup de liberté aussi à l'utilisateur. Par exemple, je l'utilise presque toujours maintenant l'approche Lego Serious Play comme intégrée dans Mm. l'approche appréciative. Donc, sur l'étape, par exemple, Dream, sur l'étape Ref, je vais aussi, par exemple, utiliser en plus des processus classiques, l'approche par les Lego Serious Play où chacun, en fait, construit son modèle de monde idéal ou de projection idéale, où on va arriver à communiquer avec toutes les personnes pour embarquer absolument chaque personne dans le groupe en utilisant les modèles de Lego partagés, par exemple, et à travers de ça, on va développer et on va partir vers les propositions provocatives, par exemple. Donc, ça, c'est Mm. quelque chose que je pense que est super efficace. Et pour aussi, tu voulais rebondir, je vois. Ah ben, en fait, j'allais dire, ce qui est intéressant aussi avec cette approche-là, c'est qu'on peut justement intégrer des éléments parallèles qui viennent C'est ça, bonifier le cadre général. c'est ça. C'est hyper intéressant. Puis, en faisant ça, ben, on s'appuie sur des choses justement qui ont déjà fait leur preuve, mais on vient catalyser encore plus ce fonctionnement-là. Ouais. Puis moi, j'allais dire, un des enjeux, je trouve, au niveau de l'approche appréciative, c'est toute la partie de mise en œuvre, hein, de dire, OK, on a développé un rêve, on a développé des processus, des plans d'action, etc. Puis là, maintenant, il faut du produire, réaliser, faire les choses, puis il y a cet enthousiasme-là qu'on a créé, puis d'être capable de maintenir cet engagement-là, cet Ouais. enthousiasme-là dans une perspective de changement. Mais ça, je pense que c'est pas étranger à n'importe quel projet de changement, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on doit prévoir comme il faut lorsqu'on lance une démarche Absolument. appréciative, tout ce suivi-là, qui va être responsable de quoi, comment on va porter les choses là, par Ouais. après pour vraiment maintenir cet élan-là, puis cette transformation-là. Mais c'est ça aussi, mais quand on propose l'approche appréciative, presque toujours maintenant, j'intègre accompagnement d'acteurs de mise en place. Mhm. Donc, en fait, si on veut vraiment assurer que ça se fait, et c'est quelque chose qui se passe, donc c'est très important d'avoir peut-être une ou deux coaching, une ou deux sessions de coaching collectif pour chaque groupe de travail à suivre après les plans d'action, finalement. Ah, super. Oui, c'est ça, Donc, et exactement. ça, c'est quelque Ça, chose que je conseille vraiment très, très fortement. Et parfois aussi, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, dépend de l'organisation. Par exemple, ça peut être aussi, tu peux avoir étape 1, étape 2, étape 3. Par exemple, là, de cette organisation de laquelle je parle, on va introduire l'approche appréciative pour les leaders et pour les managers au niveau européen, de tous les countries, de tous les pays et de toutes les fonctions. Donc, eux, ils vont participer dans l'approche appréciative, désolé. Et Mhm. en fait, les questions prochaines, c'est donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, en fait, on va introduire cette approche des changements aux autres personnes qu'ils dirigent finalement, mais eux, ils vont faire les relais entre les deux. Donc, en fait, ils vont porter les projets. Ils aussi, ils vont travailler avec nous pour construire un processus d'appreciative inquiry, donc approche appréciative, adapté aux personnes qu'ils dirigent, mais ils vont aussi travailler sur le fait d'être les liens. Donc, comme ça, on assure que les projets eux-mêmes, ils ont mis en œuvre, mais aussi comme ça, on assure que les autres personnes aussi peuvent bénéficier en direct de cette approche. Et on ne reste pas que sur le leadership. Mais c'est quelque chose qui devient beaucoup plus intégré au niveau organisationnel, par exemple. Je comprends. Donc aussi, donc on peut aussi réfléchir dans cette façon beaucoup plus systémique en utilisant cette approche. Je comprends. Puis c'est comme si quelque chose qui est fait en cascade aussi, où les gens C'est s'approprient ça, l'approche puis deviennent des ambassadeurs. Mhm. c'est ça, Mhm. exactement ça. Exactement ça, ouais. Effectivement. Donc, c'est ça, toute cette, je pense que ça met vraiment l'accent sur cette intégration, appropriation qui va être vraiment importante de prévoir là, à Ouais. travers le processus. Ouais, ouais, ça c'est très important de réfléchir d'accompagnement en avance, en amont, et communiquer très très clairement si on veut vraiment que le changement il est accompli finalement. Il est en danger que les gens, même s'ils ont vraiment super heureux par rapport aux solutions qu'ils ont trouvées,
elle est en danger qu'elle rentre dans le monde habituel de travail, qu'elle en occupait jusqu'à bout, qu'elle ne trouve pas le temps pour faire quelque chose. C'est ça en danger. Donc Oui, oui, c'est très exactement. important à réfléchir avant. Ouais. Absolument. Puis, encore une fois, je vous amène un petit peu dans un autre terrain, mais à savoir, je me demandais si tu regardes un peu dans l'état actuel des organisations, est-ce qu'il y a des enjeux en particulier qui t'interpellent et que tu te dis, ça, c'est vraiment il y a quelque chose de vraiment important qui se passe, puis on doit apporter des solutions par rapport à ces éléments-là au niveau de la psychologie positive organisationnelle ou peut-être de la psychologie positive en général. Tu as parlé tantôt tu avais évoqué cette disparité-là parfois entre les outils qui sont utilisés et les outils qui sont démontrés scientifiquement. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres enjeux qui t'apparaissent importants? Oui, absolument. Donc, en fait, qu'est-ce on trouve, je ne sais pas encore à Canada, mais en fait, à travers, parce que je travaille beaucoup en Europe, mais je travaille aussi beaucoup dans les pays de Golfe, aussi en Afrique du Nord et en Asie, en Singapour, Japon. Et qu'est-ce qui est très commun quand même actuellement, c'est les questions de stress. Les questions de stress, gestion de stress et la résilience. C'est comme si tout le monde s'en arrivait au bout de COVID-19 en disant que c'est bon, c'est fini, la vie va redevenir normale. Et maintenant, 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, les gens sont toujours espérés que la vie va redevenir normale, mais elle n'est jamais redevenue normale. En fait, on n'a jamais retourné où on était. Et la vitesse des changements, il est encore plus accélérée, finalement. En fait, quelque part, gestion psychologique de stress, les gens sont vraiment du mal parce qu'ils ont quelque part eu cet espoir, l'espoir n'est pas accompli. Et donc, donc ils sont obligés de fonctionner plus en plus vite, adapter plus en plus vite, trouver plus en plus de solutions, et en fait, sans jamais prendre cette pause de la récupération, globalement, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on a eu Covid, on a maintenant les guerres, on a beaucoup de conflits géopolitiques aussi, on a beaucoup de déficits sur le plan des parties de production, par exemple, on a énormément de problèmes de la rétention. Donc, en fait, donc, rétention, ça veut dire quoi? La rétention, si on a les gens qui partent, finalement, donc les gens qui restent, ils ont encore plus de charges de travail. Donc, en fait, globalement, je trouve énormément de demandes de ces parties pour travailler sur la résilience. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très courant. Et une autre partie, plus en plus, c'est les questions de sens, du sens. Du sens, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de gens qui, quand même, qui partent et qui quittent l'emploi. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu plein de questions, donc pendant l'épidémie, mais même après, qui se cherchent toujours ou qui ne sont pas très engagés parce que finalement, ils ne trouvent plus de sens dans qu'est-ce qu'ils font. Donc, en fait, c'est les deux questions clés sur lesquelles je travaille beaucoup. Et donc, les questions donc, de la résilience, on a une réponse à travers nos programmes qu'on a développé, ça fait quelques années déjà, qui s'appelle Spark Resilience. C'est un programme, qui peut être délivré dans une façon donc distancielle ou présentielle, et vraiment un programme de coaching de groupe, d'accompagnement, on a avec beaucoup de bases scientifiques, parce qu'en fait, dans ce programme, on a inclus tous les connaissances, tous les prédicteurs de la résilience, tous les exercices, en fait, identifiés dans les littératures sur la résilience. Et ça, c'est quelque chose qui était donc validé, publié aussi avec un groupe, avec les groupes de gens qu'on a accompagnés pendant le COVID-19 aussi. Donc, en fait, le programme qui a démontré beaucoup d'efficacité scientifique, d'une façon scientifique. Et ça, c'est quelque chose, donc, j'ai personnellement les gens qui utilisent, on a plusieurs centaines de personnes qui ont été formées comme maîtres formateurs maintenant, les gens qui utilisent pour accompagner les organisations et parfois avec le coaching. Et donc, par exemple, sur ça, on trouve quelque chose qui est très efficace, c'est combinaison entre les programmes de formation et le coaching personnalisé, même si c'est le coaching qui est dispensé juste pendant 1 heure pour chaque personne. Donc, ce n'est pas obligé qu'on a les 6 sessions de coaching par personne. Avec une session de coaching, on arrive à quelque chose très intéressant comme résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est consistant aussi avec tous les littératures existants. Donc, si on regarde les méta-analyses, par exemple, sur le coaching, on va trouver que la durée de coaching, donc si on fait 1 session, 2 sessions, 6 sessions, 12 sessions, en fait, il n'a pas l'impact sur l'efficacité. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant. On croit toujours que faut les 6 sessions de coaching personnalisé, individuel, pour arriver quelque part. Ce n'est pas vrai. En fait, ce n'est pas confirmé par la recherche actuellement. Et donc, si on met les deux résultats ensemble,
il a plutôt encore un praticien ici. Donc, le programme plus accompagnement individuel pendant 1 heure pour chaque personne, en fait, c'est très intéressant, c'est très étonnant de voir les résultats, vraiment très intéressant. Parce qu'en fait, pendant cette heure d'accompagnement, tu peux aider les personnes à trouver qu'est-ce qui est dans les programmes de formation qui est relevant, qui est important pour moi. En fait, c'est à ça que tu trouves la réponse. À la place de ça, c'est un panel, ça, c'est les activités, ça, c'est l'exercice que vous pouvez faire. Finalement, on peut vraiment zoomer qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai besoin de tout ça. Ah, c'est super intéressant. Donc, on est capable d'aller chercher une efficacité même à l'intérieur d'une seule session qui va être assez comparable là, à 6 sessions de coaching. Wow, OK. C'est Exactement. à Exactement. travers cette approche-là. Non, c'est super Ouais. intéressant. Puis, euh, moi, je peux te confirmer qu'effectivement, au Canada, on vit les mêmes défis. On est en train d'essayer de. Moi, je le vois dans mon entourage, je le vois autour de moi, dans les organisations. Tout le monde essaie de se repositionner un petit peu, excuse-moi, après la période de COVID, à savoir, effectivement, on a vécu une espèce de période là, traumatique collective, si on veut, et là, ben, on revient rapidement à la suite, mais il n'y a personne qui sait exactement à quoi ressemble cette suite-là. Il y a quelque chose qu'on a vécu, il faut passer à travers ça, c'est l'approprier, mais en même temps, on doit rapidement aussi reprendre les activités. C'est comme si c'est une espèce de micro-cauchemar là, qui a été vécu, puis là, on essaie de reprendre les choses, mais les choses en même temps sont différentes, dans un contexte vraiment différent aussi. Donc, c'est de tout se réapproprier ça. Puis je pense que toute la question, comme tu le mentionnais, de sens, de résilience, c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour lesquels on peut avoir une contribution majeure, significative, autant au plan individuel qu'au plan organisationnel à travers la psychologie positive, là, avec les thématiques qu'on aborde, comme justement le sens, la résilience, les forces, le bien-être, le flourishing, etc. Tout à fait. Et juste une autre chose à ajouter peut-être, ce que je trouve super intéressant et super pertinent à toutes les questions de sens. Parce qu'en fait, c'est très facile à parler de sens au travail, sens au niveau organisationnel, ou même sens personnel, tout. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un à trouver le sens? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce que... Et qu'est-ce qu'on a trouvé à travers, ça c'est de nos études avec Evgeny Ossin, on a trouvé quelque chose, je trouve fascinant, que oui, on sait maintenant que le sens, vraiment, c'est un très grand déterminant des et bien-être et d'engagement, ça c'est sûr. Mais quel sens? Et nous, on a opérationnalisé dans nos études, donc on a développé un instrument de mesure d'engagement bien-être qui s'appelle profil organisationnel positif et avec donc 18 prédicteurs différents d'engagement de bien-être. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Que finalement, le sens, il est composé de 3 sens. Donc, sens au niveau de l'organisation elle-même, donc les missions, les valeurs, donc sens organisationnel, on peut dire. Sens au niveau de sens de travail, donc à quoi ça sert mon travail, qu'est-ce que je fais chaque jour, à quoi ça sert, à qui ça sert. Mais en troisième sens, c'est vraiment le sens de ma vie personnelle. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? C'est globalement, si on met les 3 définitions de sens ensemble, ce triangle de sens, on l'appelle, ça prédit l'engagement le plus. C'est bien. Mais si on regarde les 3 sens au niveau individuel, qu'est-ce qu'on va trouver? Que c'est le sens de la vie qui est le prédicteur le plus important. Et là, ça devient super intéressant. Parce que les DRH te regardent en disant, mais qu'est-ce que je fais? Le manager te regarde en disant, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux pas, comment je peux accompagner mes collaborateurs à trouver les sources de la vie? C'est au-delà de mes capacités. Donc, ok, on peut parler des sources de travail, mais sources de la vie, excusez-moi, là, je sais pas quoi La faire. grande question. Donc, donc, et en même temps, là, j'interviens aussi beaucoup avec les populations un petit peu plus jeunes, ou par exemple les étudiants qui sont en train de faire le master, ou les jeunes cadres qui travaillent pour ces boîtes dans l'autre boîte, donc autour de 25 ans. Et c'est très intéressant. Chaque fois que j'interviens, on va tomber sur les mêmes questions. En fait, c'est le sens de ma vie que je ne trouve pas. Donc, et donc, qu'est-ce qui est, par exemple, où la psychologie peut être super utile, c'est en fait, c'est à travers de toutes nos études de sens,
OK? Et là, on parle de Michael Steger, par exemple. On a travaillé en fait beaucoup plus sur le sens de la vie et on a beaucoup plus de réponses autour du sens de la vie qu'on a presque de sens de travail, par exemple. Donc, on a des réponses. On a des actions, des activités, des solutions, des exercices qui sont très pertinents pour le fait de trouver du sens. Par exemple, les récits de la vie, utilisation parfois aussi des cartes pour en fait dessiner sa propre vie. Par exemple, le fait que tu peux faire une toute petite exposition, par exemple, des 10 slides de PowerPoint autour de qui je suis ou qui je suis au-delà du travail. Donc, par exemple, donc les épitaphes, tu sais, les exercices d'épitaphe, qu'est-ce que j'ai envie que Les gens retiennent. qu'est-ce que loue, par exemple, dans mon funérail. Donc, on a plein de solutions finalement. Donc, c'est où la psychologie positive peut être très, très pertinent pour, en fait, pour répondre à cette problématique très importante actuellement à l'engagement en entreprise. Ah, c'est intéressant. Puis à ce moment-là, toi, avec ton équipe, tu as eu l'occasion de développer des outils, là, littéralement, en ce sens-là. Aussi, oui, ça c'est aussi, on a travaillé sur les outils, sur le programme, on a un programme qui s'appelle Future Crafting, par exemple, c'est un programme de 5 sessions pour les entreprises, pour en fait accompagner cette recherche, pas les réponses, mais la recherche du sens du travail, du sens de la vie et finalement après du sens du travail, qui est beaucoup plus facile après à trouver si on arrive à définir, trouver un petit peu ce sens de la vie, dans une façon plus OK. globale. Donc, un accompagnement, j'imagine, au niveau des individus, mais aussi des équipes et des organisations par Tout à rapport à fait. tout ça. Ouais, ouais. Donc, multiniveau. Hmm. Ben, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Donc, moi, je trouve que ça fait le pont avec ce que tu mentionnais au début, là, d'apporter les connaissances, les rendre, les traduire, non seulement justement en termes d'accessibilité de l'information, mais aussi d'être capable de manipuler, d'utiliser cette information-là pour les personnes, les rendre disponibles, les aider à l'intérieur de ça. Donc, Tout à fait. vraiment, là, je trouve que c'est très intégré. Euh, Puis justement, est-ce qu'il y a peut-être des outils ou des ressources que tu considères qui sont particulièrement intéressantes actuellement? Je sais qu'il y en a beaucoup au niveau de Positran, mais je pense au niveau peut-être de certains professionnels qui nous écoutent, qui seraient intéressés à avoir quels sont peut-être des coups de cœur, si on veut, en termes d'outils ou de ressources là, qui peuvent être utilisés, qui sont disponibles à consulter. Tout à Est-ce que fait. tu aurais des recommandations à ce sujet-là? Oui, en fait, quelque part, là, je ne veux pas faire un pub, donc, mais donc, je veux partager, on peut partager en fait site internet de nos outils qu'on a développés. Donc, on a Bien plusieurs sûr. outils qu'on est passionnés, vraiment passionnés. Par exemple, l'outil X, c'est un outil multifonction qui peut nous permettre de travailler sur le sens de la vie. Par exemple, c'est aussi les cartes, mais les cartes dans une forme d'hexagone qui en fait on peut utiliser pour communiquer notre propre perception de n'importe quelle situation et après organiser autour de thématiques, parce qu'en fait, comme X, en fait, X, c'est les formes hexagonales, en fait, on peut associer avec les autres cartes dans plusieurs façons que quatre. Donc, 6 façons d'associer avec les autres cartes. Donc, en fait, c'est un outil à travers lequel on peut travailler avec un collectif, par exemple, pour définir les thématiques à tour d'angoisse, les thématiques à tour de force, les thématiques à tour de valeurs, les thématiques à tour de comment on voit, par exemple, le fonctionnement de notre équipe, répondre à plein de questions. Mais je vais partager un lien sur Positran, Positran FR et les produits de Positran pour regarder, parce qu'il y a plein d'outils qu'on a vraiment développés ou, par exemple, pour trouver les solutions organisationnelles ou pour mettre en place les interventions en psychologie positive, ça c'est les cartes d'action positive, ou pour travailler sur le capital psychologique, ça c'est les cartes des transformations positives, par exemple, ou même pour intégrer les pratiques de plan de conscience, c'est carte de plan de conscience. Donc, on a plein d'outils de ce type on peut utiliser dans une façon ou prédéfinie, parce que là, toutes les instructions et les vidéos qui permettent en fait à trouver comment utiliser ces outils, ou dans une façon aussi un petit peu out of the box, un petit peu plus créatif. Donc, ça, c'est les types oui, des outils que je peux recommander, évidemment, mais aussi après les outils psychométriques aussi, des tests, des tests, par exemple, bien-être engagement, des tests de cartes de force, par exemple, mais pas à travers des tests, mais plus à travers des manipulations des forces qu'on a parlé, mais au niveau électronique. Donc, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose physique. On peut aussi utiliser l'approche par les apps. Donc, oui, ça, c'est les types d'outils que je peux
évidemment recommandé. Après, il y a plein de processus de mettre en place, comme l'approche d'appréciatif, comme le co-développement qui est bien sûr très connu, mais pour moi, ça rentre parfaitement dans les champs de psychologie positive, par exemple, comme les méthodologies des experience design, des design d'expérience, par exemple. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est le futur de psychologie positive, c'est ce type d'intégration aussi. Donc, oui, ça donne, j'espère, quelques pistes et je partageais dans un chat donc les liens. Ben, je te remercie beaucoup. Puis d'ailleurs, c'est ça, on va mettre les liens aussi dans la description du vidéo pour les personnes qui sont intéressées, là, bien évidemment. Mais je le répète, donc, Positran, qui est la compagnie qui offre, ben, en fait, que tu évidemment présides, qui offre ces outils-là là, en particulier. Là. Merci beaucoup. Puis j'ai une dernière question en terminant pour toi. Si on se projette vraiment dans le futur, puis tu regardes qu'est-ce qui attend la psychologie positive, en particulier la psychologie positive organisationnelle, qu'est-ce que tu vois pour la suite des choses? Comment tu envisages le futur de la psychologie positive? Je trouve ça particulièrement intéressant de peut-être avoir ton input, ton avis sur ce sujet-là, étant donné justement que tu as une position là, très centrale en Europe, comme enseignante, comme chercheur, comme praticienne aussi. Comment tu vois la suite, l'évolution de la psychologie positive, en particulier organisationnelle? Je pense qu'avant tout, la psychologie positive organisationnelle doit être mieux intégrée avec la psychologie organisationnelle classique, avant tout. Parce qu'il y en a en danger, qu'il y a les personnes qui viennent des parties de psychologie positive organisationnelle, qui n'ont pas toutes les connaissances nécessaires de psychologie, on peut dire, organisationnelle classique, qui est quand même très, très, très important, parce on a les bases de compréhension, de fonctionnement de groupe, de fonctionnement de l'équipe, des assessments, qui sont indispensables pour les psychologues positifs à connaître, en fait. Mais, vice-versa, c'est aussi très important que la psychologie organisationnelle classique s'ouvre à la psychologie positive, parce qu'il y a beaucoup de méthodologies qui ont été développées qui peuvent être très pertinentes pour le travail de psychologue organisationnel. Donc ça, c'est la première partie. Mais deuxième partie, je pense que dans les futurs, cette psychopositive organisationnelle intégrée, on peut dire, doit aussi s'ouvrir beaucoup aux autres collaborations interdisciplinaires. Donc, je pense que le futur, on le trouve dans le développement des champs de travail qui s'appellent l'économie positive. Ou l'économie de bien-être plutôt. L'économie positive, c'est assez avec les événements spécifiques en France, mais plutôt l'économie de bien-être, donc well-being economy. Et ça, c'est un mouvement où on va trouver déjà les collaborations entre les gens qui font les politiques, entre les économistes, les politiques aussi, pas que centrales, gouvernementales, mais aussi politiques locales, mais aussi environnement, travail vraiment sur l'environnement et travail sur les policies publiques, de santé. Donc, en fait, c'est beaucoup de collaboration pour assurer finalement que on peut trouver en fait les solutions interdisciplinaires aux questions de santé mentale, aux questions de bien-être de population, aux questions de sustainability environnementale, qui est absolument importante, et bien sûr, toute cette responsabilité RSE des entreprises et responsabilité plus globale des gouvernements. Et donc là, on trouve beaucoup de travail super intéressant. Donc, par exemple, dans quelques semaines, on est en deuxième forum sur l'économie de bien-être qui prend place en Reykjavik. Et donc, Islande, c'est un des pays, il y a, je pense que 5 ou 7 pays dans les collaborations très, très fortes, avec aussi OCDE, UN, UNESCO, autour de ces questions. Parce que la psychologie positive, finalement, organisationnelle, si on est séparé des enjeux climatiques, on ne va pas aller trop loin. Si on est séparé aussi des enjeux vraiment de santé mentale au travail, on peut dire que ce n'est pas notre question, mais en fait, c'est notre question aussi. Donc, en fait, et c'est ça pour moi le futur, c'est ce futur beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus interdisciplinaire, mais aussi avec les questions sur comment utiliser tout ce qui est connu pour favoriser les changements comportementaux. Et par exemple, je trouve les contributions des études dans les designs super pertinent, très important aussi, parce que aussi, ce n'est pas juste les réponses qu'on trouve, mais comment on communique les réponses. Donc, comment on construit, en fait, le processus de changement dans une façon que les gens ont envie de mettre les changements en place. Donc, on parle des économiques des comportements, mais aussi, par exemple, toutes les présentations, toutes les parties design. Donc, toutes les parties présentation, design, mais aussi communication. Donc, pour moi, le futur, en fait, globalement, c'est vraiment interdisciplinaire,
interdisciplinaire avec l'appréciation des contributions de chaque côté. Écoute, je trouve ça extrêmement intéressant de t'entendre sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler encore tellement longtemps, mais de faire le pont entre effectivement la psychologie positive organisationnelle, puis tous les enjeux internationaux qu'on vit actuellement, en particulier justement au niveau des aspects reliés au bien-être des populations, la santé psychologique, etc. Euh, Vraiment, il y a des intégrations, je pense, qui sont essentielles à envisager, puis à réfléchir, puis on peut collectivement euh, se lancer dans cette direction-là. Tu sais, moi, je pense aux étudiants qui nous écoutent, je pense aux chercheurs qui nous écoutent, je pense aux professionnels aussi, de réfléchir à la psychologie positive organisationnelle en ces termes-là, en ces termes d'intégration. Je pense que c'est essentiel, puis effectivement, c'est une voie d'avenir qui nous assure encore plus de pertinence, à mon avis, de contribution. Donc, je pense que c'est une voie vraiment, vraiment intéressante, fascinante à explorer, pour laquelle on pourrait grandement contribuer, à mon avis aussi. Donc, merci beaucoup, Philippe. Ben, c'est moi qui te remercie. Écoute, ça a été une conversation extrêmement stimulante, enrichissante, passionnante. Puis, je te remercie énormément d'avoir pris le temps avec nous. Je pense que tout ça va pouvoir inspirer plusieurs personnes qui vont nous écouter. Donc, un énorme merci, Iona. C'est un grand plaisir. Puis, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se voir prochainement dans une des réunions possibles internationales auxquelles on va avoir l'occasion de participer prochainement. Merci beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que cette classe de maître a permis de vous inspirer pour la mise en application de la psychologie positive en contexte organisationnel. Si vous souhaitez en connaître davantage, n'hésitez pas à consulter notre recueil de ressources, section Travail et organisation. Vous y trouverez des suggestions de lecture et des vidéos sur différents thèmes. Nous vous donnons rendez-vous pour l'écoute de votre prochaine classe de maître.